Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami Monsieur Michael Kurtli. Bonjour. Bonjour Ablatif, ça fait plaisir d'être de retour. Écoutez, le plaisir est pour nous et pour notre auditoire qui suit tes analyses, qui suit tes activités. Et comme tout le monde le sait, que Michael Kurtli, c'est un Américain, quelqu'un qui suit l'actualité américaine et les États-Unis, fait la une de l'actualité ces derniers jours et afin de éclairer notre auditoire avec une analyse neutre, une analyse professionnelle, une analyse sur tous les plans, je parle social, géopolitique, mais aussi, bien entendu, d'influence des États-Unis au niveau international et économique. On a choisi notre ami Michael Kurtli soit notre invité pour ce décryptage d'actualité. Les États-Unis traversent une période anormale, une période rarissime, voire pour d'autres c'est une première, sur le plan interne et en même temps sur le plan de la diplomatie et la gestion à l'international de son influence. On se rapproche des élections présidentielles et on constate un déballage de taille par des gens proches au président, comme M. Bolton, par la nièce du président, donc la famille. Selon vous, comment vous évaluez ce déballage dur, très très dur, et notamment sur cette ligne continue vers les élections présidentielles? Merci beaucoup Ablatif de m'avoir invité pour cette question extrêmement importante, l'analyse de ce qui se passe aux États-Unis actuellement et surtout par rapport au président Trump. Il ne peut, à mon avis, y avoir une question plus importante actuellement dans la politique internationale. Donc, effectivement, aux États-Unis, on remarque que depuis le début de la présidence de Trump, il y a un nombre de personnes qui ont sorti des livres parlant soit de ce qu'ils ont constaté de l'extérieur, soit ce que même de la part de certains confidents à l'intérieur de la Maison-Blanche qui ont décidé de sortir des livres qui disaient, comme on dit en anglais, qui disaient tout. Mais enfin, à travers toutes ces différentes démasquages, si on peut dire, et certains livres aussi qui parlaient plutôt favorablement du président Trump, on pouvait constater que le président était resté, disons, indemne à tout ça. On l'appelle, comme on disait pour le président Reagan, on dit souvent que le président Trump est un président en téfal, si tu veux. Donc en marbre. On peut pas coller des histoires sur son dos lorsqu'on les sort. Donc, il y a donc maintenant presque un mois, il y a son ancien directeur de la sécurité nationale, John Bolton, qui a sorti un livre sur ses observations et son analyse de ce qui s'est passé pendant qu'il était à la Maison-Blanche. Il ne faut pas oublier que John Bolton n'est pas n'importe qui. C'est un ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies et c'est surtout, disons, un grand porte-parole de la droite conservatrice américaine. Depuis très longtemps, si on parlait de la droite américaine, le nom de John Bolton n'était pas loin. Donc aujourd'hui, la droite américaine est plutôt pro-Trump, jusqu'à maintenant en tout cas. Et là-dessus, il y a son ancien confident, son ancien ambassadeur et son ancien leader de la sécurité nationale à l'intérieur de la Maison-Blanche, qui a décidé de dévoiler tout ce qu'il a vu. Bon, on savait ça depuis déjà le début de l'année parce que
pendant que le Congrès américain avait essayé de destituer le président Trump au début de l'année, on savait que Bolton avait écrit un livre et on voulait le faire parler devant le Congrès. Bon, il a réussi à ne pas se faire appeler pour parler, et donc tout en attendant ces révélations dans son livre. Je suppose qu'on peut dire pour les deux livres qu'il y a à la fois une certaine chronologie dans la sortie des livres pour être les plus percutants à la fois au niveau politique et peut-être au niveau pécunier, mais en même temps, on peut se poser des questions par rapport à John Bolton, tout particulièrement parce que s'il avait été loyal vis-à-vis des États-Unis et pas vis-à-vis de Trump, comme on prétendait qu'il l'était depuis longtemps, on se demande pourquoi il n'a pas parlé lors du procès de destitution qui s'est passé au Congrès. Bon, ceci dit, son livre est une panoplie de 600 pages de révélations, certaines qui sont plutôt étonnantes et destructrices. À savoir, il y a notamment non seulement son rapprochement avec des dictateurs ou bien des autocrates dans le monde, notamment Kim Il-sung, notamment Vladimir Poutine, notamment le président Xi de Chine, mais toute autre personne, tout autre président ou leader d'un pays qui a l'air de parler d'une main forte pour gérer son pays. Le président Trump, d'après Bolton, était quelque part séduit par ces personnes, et non seulement cela, il est allé jusqu'à offrir des cadeaux à ces gens, à défaut de ne pas, disons, avoir la même attitude envers des présidents des pays démocrates. Donc ça, c'était une grande révélation. Et autrement, l'autre plus grande révélation, c'est que à un certain moment donné, le président Trump avait rencontré le président Xi de Chine et lui avait dit, je voudrais que vous m'aidiez à me faire réélire. Vous faites le maximum pour cela, de votre propre façon, je ne vais pas savoir. Et en même temps, je vais faire en sorte à ce qu'on puisse vous envoyer des céréales des États-Unis, disons sans problème de tarifs et tout ça. Donc ça, ce sont des plus grandes révélations, mais il y en a plein d'autres, notamment la façon dont les autres qui travaillent autour de Trump pensent du président. D'après Bolton, dans le dos de Trump, ils sont en train de se moquer de lui. Donc, il y a plein de choses comme ça, et évidemment, ça a fait un boom, non seulement à cause de ce qui était dit dans le livre, mais également par rapport à John Bolton lui-même. Maintenant, John Bolton est carrément devenu un ennemi de Trump et donc par personne interposée, un ennemi de toute personne qui soutient Trump. Bien que on ne peut pas oublier qu'il n'y a pas trop longtemps, il avait beaucoup d'influence auprès de ces mêmes personnes. Donc, en dehors de ça, évidemment, il y a aussi cette semaine, et c'est pas encore sorti d'ailleurs, mais on a eu des exemplaires d'avance du livre de Mary Trump, la nièce du président Trump, la fille du frère du président Fred Trump, qui est mort à un jeune âge, 42 ans, de l'alcoolisme. Et donc, Mary Trump a gros sur le cœur, si on peut dire, par rapport au président. Et donc, elle a décidé, elle a attendu, elle ne savait pas exactement quoi faire. Elle est psychiatre par sa formation. Elle a décidé d'attendre 3 ans et demi pour sortir un livre, soi-disant parce que si je ne sors pas ce livre et si je ne fais pas le maximum pour l'empêcher d'être réélu, mon oncle Donald va carrément ruiner la démocratie américaine. Et là-dedans, elle parle surtout à un niveau personnel par rapport à la famille. Et peut-être la chose la plus choquante, c'est qu'elle
elle déclare que le président Trump, pour gagner l'admission à une université de prestige, il a carrément triché. Il a fait passer les concours par d'autres personnes pour arriver à se faire admis dans ces institutions. Donc, il y a plein de révélations comme ça qui sont de l'ordre, disons, plutôt personnel, mais dans l'ensemble, elle accuse Donald Trump d'être non seulement un narcissiste, mais d'être, disons, très maladivement narcissiste. Sauf que, Michael, après ce décryptage de ces deux sorties médiatiques à l'encontre du président Trump, comme vous l'avez dit, elle est de marbre, donc c'est quelqu'un qui reste debout. Certes, ça fait mal ses coups, mais est-ce que, selon vous, ces dernières sorties médiatiques de ces deux personnes n'auront pas servi quelque part au président Trump? Il y a d'autres qui peuvent dire que M. Bolton a trahi M. Trump, puisqu'il était avec lui, dans le cercle de décision. La nièce, ça fait des années et des années qu'elle le connaît. Pourquoi il n'a pas fait ça avant, pour la première élection, avant qu'il se présente à la Maison-Blanche? Il y a des gens qui disent qu'il y a un goût de trahison vis-à-vis du président Trump, vis-à-vis de l'administration Trump, par rapport à ses livres. Est-ce qu'il y a un risque que ça joue à sa faveur, le président Trump, toutes ces révélations? Bon, c'est une bonne question. Et ce qu'on dit d'habitude face à cette question, c'est qu'il y a trois parties de l'électorat américain. Il y a premièrement la base de Donald Trump, qui représente environ 38 à 40% de la population américaine. Et on dit que ces personnes, quoi qu'il en soit, vont rester trumpistes. OK? Il y a de l'autre côté la plupart des démocrates et d'autres personnes de gauche qui représentent environ 50% de la population, qui vont de toute façon ne pas changer d'avis. Donc il reste les 10 à 15% du milieu, ce qu'on appelle souvent des indépendants, qui peuvent changer d'idée. Alors, comment est-ce que ces personnes réagissent? Parce que les autres, ils vont pas changer d'avis, quoi qu'il en soit. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le président Trump est déjà très affaibli avant d'arriver à ces deux livres. Ces deux livres, si ça venait pendant une économie extraordinaire, si ça venait sans tout ce qu'il a fait de maladroit par rapport au coronavirus, que tout le monde reconnaît, je veux dire, même ses ennemis, même ses amis, excuse-moi, reconnaissent qu'il n'a pas été un grand leader par rapport au coronavirus. Et en plus, il y a eu depuis maintenant plus d'un mois toute la question suite au décès, certains disent assassinat de George Floyd, qui a fait déballer toute une résistance contre le système des policiers aux États-Unis, notamment par la communauté noire qui se sont visées, mais aussi par beaucoup d'autres personnes qui, on pourrait dire, se réveillent actuellement face à ce qu'ils ont vu peut-être pour la première fois d'après eux, représente un racisme latent aux États-Unis. Donc, il y a tout ce contexte pour pouvoir analyser ce que tu viens de dire. Donc déjà, les indépendants aux États-Unis commencent en tout cas, tout soutien que le président Trump pourrait avoir chez ces personnes est déjà en train de s'effriter. Et très vite, il y a aussi des femmes qui ont presque à 50% soutenu le président Trump. Maintenant, sa popularité chez les femmes est d'environ 30%. Donc, sa base aujourd'hui est représentée par surtout des hommes blancs ou bien des évangélistes et des catholiques blancs. Les Noirs sont à 90% contre le président Trump. La plupart des démocrates sont contre le président Trump. Et maintenant, de plus en plus,
fort de la vision d'un pays qui va à gros lot depuis le début de l'année, on peut dire que les indépendants tournent le dos au président Trump. Donc pour moi, personnellement, et ce n'est que mon opinion, je pense que les deux livres ne viennent que pour renforcer ce que pensent ceux qui sont déjà contre Trump. Tout le monde sait que, surtout le John Bolton, il a sorti quand il a sorti pour une question d'argent. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit est faux, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il va complètement changer sa réputation aux États-Unis s'il ne croit pas que c'est pour le bien-être des États-Unis. Je pense qu'il y a les deux. Il y a la volonté de gagner beaucoup d'argent grâce à cette publication, mais il y a aussi, pendant 600 pages, une vérité qui est minutieusement notée par John Bolton, qu'on ne peut pas nier facilement. Donc, on peut dire, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important? On peut avoir un débat sur l'importance de ce que John Bolton décrit, mais je ne pense pas que c'est sa motivation qui est en question actuellement. Ça arrive très souvent que les gens sortent des livres à un moment propice. Pour la question de Mary Trump, c'est un peu plus mitigé, je pense. Elle a dit pertinemment qu'elle n'a pas sorti un livre auparavant, bien qu'elle avait gros sur le cœur par rapport à son père, parce que, entre autres, elle accuse le président Trump d'avoir presque assisté son père à mourir, ou en tout cas de l'avoir ignoré pendant ces derniers jours. Donc, elle a gros sur le cœur par rapport au président concernant la mort de son propre père. Elle aurait pu sortir ce genre de livre à n'importe quel moment. Et elle a dit, elle y songeait pendant qu'il était un homme d'affaires. Maintenant, elle a dit aussi que personne croyait qu'il allait gagner la présidence quand il était candidat il y a 2007, y compris le président lui-même. Donc aujourd'hui, elle dit carrément, elle le sort pour sauver la démocratie américaine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et en plus, est-ce que c'est très important? Je crois que, personnellement, ce n'est pas trop important pour les Américains parce que ce sont des deux noms, Bolton et Trump. John Bolton, Mary Trump, ce sont des noms tellement connus aux États-Unis que de toute façon, les gens vont lire ces livres et ils vont tirer des leçons comme ils veulent. Mais à mon avis, ça va toucher l'opinion de maximum 5% des Américains. Et comme on le sait, 5% dans une élection américaine peut être très important. Bien entendu, aux côtés de la mort de ce jeune noir, et la vague de solidarité, soit au niveau national comme international, qui s'y a rajouté. Mais si on parle d'économie, les États-Unis, c'est à l'instar d'ensemble des pays du monde. Le monde entier vit une récession. Donc, et avant cette récession, les États-Unis étaient leaders en termes de progression, mais la gestion de la crise sanitaire qui risque de poser un réel problème. Et surtout, cette crise qui montre aussi l'indépendance des États-Unis de la Chine. Est-ce que ce bras de force entre les États-Unis et la Chine peut-il jouer sur l'influence des gens qui, pour des raisons personnelles, pour des raisons stratégiques, voient que les États-Unis risquent de perdre sa place à l'avenir vis-à-vis de la Chine, d'un côté, mais aussi vis-à-vis de sa politique étrangère, avec toutes les révélations que vous avez citées et d'autres concernant la démocratie américaine, l'affaire de Jamal Khashoggi concernant le MBS, mais aussi l'affaire des minorités musulmanes en Chine. Est-ce que cela aussi, Est-ce que cela aussi rajoutera de l'huile sur le feu? À vrai dire, je pense que ces différents sujets que tu as soulevés n'auront aucune incidence. Notamment parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont pour Trump, ils vont pas changer d'avis. Ceux qui sont contre Trump, ils vont pas changer d'avis. Et pour les autres,
les questions de gestion de la crise sanitaire, les questions de gestion de la crise par rapport au racisme aux États-Unis et la gestion de l'économie sont beaucoup plus importants pour les gens que le problème des musulmans en Chine ou même des relations avec la Chine. C'est-à-dire que aujourd'hui, le peuple américain qui va voter, en tout cas, n'est pas trop concerné par les détails comme ça. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Je veux dire que si admettant que l'économie allait très bien, admettant que le coronavirus n'avait jamais existé, et là-dessus, on apprenait que le président Trump avait encouragé le président Xi à enfermer les musulmans comme il était déjà en train de faire. En tout cas, il n'a pas du tout essayé d'empêcher ces violations de droits humains. À ce moment-là, oui, on aurait crié très fort, il y aurait des gens qui ont élevé leur voix contre la façon d'agir du président Trump, mais il est tellement absurde dans sa façon d'agir, et je veux dire par ça, tout objectivement, il change d'un jour à l'autre ses points de vue, il n'a pas peur de mentir, il n'a pas peur d'exagérer. Donc, avec le cycle d'information qui existe aux États-Unis, où il y a au moins 5 ou 6 grandes histoires qui passent dans la journée, même les livres de Bolton et de Mary Trump ne vont pas durer long feu dans l'esprit de la population américaine. Il ne faut jamais oublier ça. On ne va pas en vouloir à Trump sa façon d'agir par rapport à la Chine. D'abord, s'il n'est pas réélu, c'est caduque, mais sauf si on voit vraiment que la Chine gagne cette bataille. On n'est pas comme les Français en train d'analyser 3 ans, 4 ans à l'avance. Les Américains, en tout cas, certainement des électeurs américains, ne sont pas en train de faire ça. Ils sont en train aujourd'hui de penser, est-ce qu'ils doivent porter un masque? Est-ce qu'ils peuvent sortir même pour aller faire des courses? Et est-ce qu'ils vont avoir assez pour mettre sur leur table pour manger? Et s'ils pensent au-delà de ça, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la population noire américaine, à ce qu'ils soient toujours dans cette situation actuelle? Au-delà de ça, les Américains, à 95 à 98%, ne sont pas en train de réfléchir à ces autres choses, sauf s'il y a un journaliste qui écrit un chronique à un moment donné ou un autre, et bien sûr, ils vont regarder ça et ils vont peut-être être un peu tristes ou joyeux selon le cas, mais ça va passer très vite. Il va y avoir une autre information qui va attirer leur attention. Exactement. Il me reste une dernière question, si vous le permettez, Michael. Kurt Lee, un géopolitologue, mais aussi un fin connaisseur de faits religieux aussi. Et comme on a parlé lors de notre dernière intervention sur l'importance de ce phénomène des faits religieux dans l'élection présidentielle américaine. Le président Trump, tout le monde le sait, il est soutenu quoi par les évangélistes. La question qui se pose, est-ce que les évangélistes continueront à lui faire confiance ou bien il y a des fissures qui commencent à apparaître? Éventuellement, la préparation d'une autre personne qui peut être le nouveau Messie pour les évangélistes afin d'arriver à leur finalité sur le plan politique inter-américain. Bon, d'abord, chez les évangélistes, il faut les diviser en 2 parties. La partie qui est la population des évangélistes blancs et des évangélistes noirs. Les évangélistes noirs représentent environ 25% du monde évangéliste aux États-Unis. Ils sont tout aussi croyants, tout aussi fervents que des blancs, mais dans l'ensemble, ils sont beaucoup, beaucoup moins du côté républicain que des blancs. Et donc beaucoup moins trumpistes que des blancs. Ok, ça c'est très important à comprendre quand on utilise le mot évangéliste. Chez des gens de religion, disons, intégristes aux États-Unis, il y a un autre phénomène, c'est le phénomène des catholiques blancs.
encore une fois, des catholiques blancs. Et on peut grouper les évangélistes et les catholiques un peu dans le même sac par rapport à leur soutien vis-à-vis du président Trump. Donc, la question que tu poses est une très bonne question parce que récemment, depuis 6 mois, depuis même avant la pandémie, il y a un grand journal, le plus grand journal des évangélistes américains qui s'appelle Christianité aujourd'hui, Christianity Today, et ils ont sorti 2 éditoriaux qui attaquaient le président Trump pour tout ce qu'il avait de anti-chrétien, pour tout ce qu'il avait de sordide, d'après eux. En tout cas, ils ont dit carrément, cette personne ne devrait pas être président des États-Unis et nous vous encourageons à voter contre le président. Donc, ça s'est passé à la fin de l'année 2019. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les évangélistes qui étaient avant, disons, un peu de gauche, parce qu'il y a au moins 20% des évangélistes des évangélistes blancs qui sont de gauche, ont applaudi la sortie de ces éditoriaux, et les autres ils ont dit on s'en fout. Comme tu disais tout à l'heure, Baptiste, c'est notre Messie. On sait qu'il a plein de problèmes personnels, mais aussi qu'il est avec nous et il va faire avancer notre programme. Et donc ils ont carrément encouragé leur population de laisser tomber leur souscription à ce journal. Ce qui a donné beaucoup de mal au journal qui a à peine réussi à survivre. Donc, tu vois, par cette action, même les influenceurs aux États-Unis qui prennent position contre Trump, même si auparavant ils étaient très connus dans le monde évangélique, une fois qu'ils vont parler contre Trump, ils perdent beaucoup de leur crédibilité. Alors récemment, il y a eu un cas. Le cas peut-être de l'évangéliste le plus connu aux États-Unis, Pat Robertson. Pat Robertson est un prêcheur, télé-évangéliste, comme on dit, qui était un copain du président Trump pendant pas mal de temps et qui lui-même était tellement fatigué de comment la politique se passait aux États-Unis par rapport aux chrétiens qu'il a brigué la candidature républicaine pour être président lui-même. Il n'a pas réussi. Mais donc c'est vraiment une figure de proue dans la communauté évangéliste. Lui, il y a juste après, une semaine après l'affaire de George Floyd, il s'est levé la voix en disant au président Trump carrément, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Parce que Trump était en train d'attiser un certain discours raciste à cette époque. Et Robertson a dit, mais Trump, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Nous sommes tous Américains et nous sommes tous enfants de Dieu et on doit aimer tout le monde. On ne peut pas mettre certaines personnes à cause de leur race dans un certain sac. Donc, qu'est-ce que ça a fait, cette déclaration? Évidemment, ça a créé pendant un petit moment un remous à l'intérieur de la communauté évangéliste. Il y a certainement eu un effet parce que, contrairement à ce qui s'est passé avec le journal, il n'y a pas eu un grand soulèvement contre Pat Robertson. On pouvait à peine faire ça quand même. Il était encore plus propre, si on peut dire, que John Bolton. Donc, il y a des voix qui s'élèvent de temps en temps comme ça. Mais même Pat Robertson, il n'a pas dit il ne faut pas voter pour le président Trump. Il a simplement critiqué très vivement. Donc je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les 80% d'évangélistes, n'oublions pas que les évangélistes représentent presque 50% des effectifs du Parti républicain. Il ne faut jamais oublier ça. Que environ 80% des évangélistes blancs avaient voté pour le président Trump la dernière fois, bien que uniquement 60%
avait dit approuver le candidat Trump avant les élections. Mais on retrouve les mêmes relations actuellement, les mêmes rapports, parce que parmi la population blanche aujourd'hui, les derniers sondages montrent qu'il y a 61% des évangélistes blancs qui soutiennent coûte que coûte Donald Trump. Ce qu'on ne sait pas, et c'est là où la question est très importante, est-ce que ces autres 20% vont changer de bord comme ils ont fait en 2016, ou est-ce qu'ils vont simplement ne pas aller voter parce qu'ils en ont marre? Parce que c'est ça aussi la question aux États-Unis. C'est pas simplement une question de politique, c'est une question de chaos. L'Amérique est dans une situation aujourd'hui où on veut de la paix intérieure. Et Trump, il y a personne qui dit que Donald Trump apporte la paix en Amérique, même ceux qui sont contre lui. Il y a certains qui défendent ça et disent que Trump devrait déranger. Il y a certains qui sont contre ça. Mais personne ne nie le chaos qui est interne des États-Unis dû aux rhétoriques de Donald Trump. Donc on va voir. Je crois que c'est une des plus grandes questions. Est-ce que les évangélistes qui ne soutiennent pas actuellement le président Trump, est-ce qu'ils vont voter pour Trump? Est-ce qu'ils vont voter contre Trump ou est-ce qu'ils vont simplement ne pas aller voter? Dans les deux cas, ils vont contre Trump ou ils ne vont pas aller. Le président Trump perd sans aucun problème. Il va perdre facilement contre Biden. S'ils vont voter pour Trump, c'est une autre question. On verra bien, mais en tout cas, la société américaine vit des périodes troubles, hein, d'après ce que je viens d'entendre. Il y a un schisme sociétal au sein des États-Unis actuellement. Mais je peux te donner un exemple. Je parle régulièrement avec ma famille qui habite dans le Kentucky. En tout cas, beaucoup de ma famille habite là-bas. Et qu'est-ce qui est dans leur tête actuellement? Pour les uns et les autres, c'est le coronavirus. Actuellement. Et pour les uns et les autres, bien que le Kentucky était le premier État à soutenir le président Trump, 63% lors de l'élection de 2016. Actuellement, ils ne sont pas en train de penser politique, sauf dans la mesure où ils critiquent le président Trump de ne pas avoir fait assez, ou bien de tergiverser beaucoup trop par rapport à comment il faut agir. Donc, ils n'estiment pas que le président Trump a bien géré le coronavirus et en même temps, ils pensent que c'est la chose la plus importante auquel ils font face actuellement. Loin derrière cela, il y a l'économie de façon générale, mais ça c'est lié à la crise sanitaire, et il y a aussi beaucoup de gens dans le Kentucky sont en train de soutenir, peut-être contre ce qu'ils faisaient avant, la cause des Noirs aux États-Unis. C'est un grand mouvement. Donc, tous les mouvements qui se font à l'intérieur des États-Unis, chez moi dans le Kentucky, qui est un État très conservateur, qui est un État qui a voté massivement pour Trump, je veux te dire actuellement, ils en ont marre de Trump. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter contre lui, mais ils n'ont même pas envie d'entendre parler de lui, parce qu'ils sont en train de penser à leurs propres problèmes. Michael Kirtley, merci infiniment de cet éclairage et qui montre à quel point, comme quoi les élections présidentielles américaines aura cette fois-ci un autre goût avec d'autres paramètres. Priorité sanitaire, bien entendu. La deuxième, c'est la paix sociale, la paix sociétale partout aux États-Unis. Et derrière, bien entendu, l'économie et la géopolitique. En tout cas... Si je peux rajouter une dernière chose, je crois qu'il est important de souligner que ce n'est pas nouveau ce que je raconte. C'est-à-dire que, vu de l'Europe, vu de la France, vu du Maroc, on voudrait que les Américains soient plus intéressés par ce qui se passe à l'extérieur des États-Unis. Par exemple, on voudrait qu'ils soient intéressés par
la Russie et les agissements de la Russie. On voudrait qu'il soit intéressé par la question des musulmans, que ça soit en Europe, en Chine ou ailleurs. On voudrait qu'il soit intéressé par l'OTAN. Mais le problème, c'est que l'Amérique est un très grand pays et les Américains, surtout ceux qui vont voter pour Trump, ne sont pas intéressés par ces questions. Donc ça veut dire que Trump, qui est souvent considéré comme un genre de Dieu, parce qu'il a promis d'apporter certains changements dans le sens des gens religieux aux États-Unis, il l'a fait dans beaucoup de cas. Donc pour eux, malgré tous ces défauts, le président Trump est un genre de Dieu. Donc tu ne peux pas demander aux gens qui considèrent le président comme un demi-dieu de se soucier de ce qu'il va faire vis-à-vis de la Chine ou de ce qu'il va faire vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des musulmans. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais que c'est pas la priorité. C'est pas dans leur préoccupation. Je vois. Écoutez, on verra bien. On vit dans un monde où la mondialisation joue un rôle très important. Est-ce que les États-Unis vont tenir bon avec cette vision de la chose dans les changements actuels maintenant dans le monde, avec l'arrivée de la Chine, avec l'arrivée de la Russie, avec ce qui est en train de se passer en Europe, mais voire l'Afrique? L'avenir nous dira davantage. Michael Kurtli, merci infiniment de cet éclairage et sachez-le, c'est tout un plaisir de vous avoir parmi nous pour cette spécificité que vous avez, soit sur votre amour, soit bien sûr des États-Unis, mais aussi l'Afrique, et surtout cette volonté de faire avancer la paix dans le monde. Michael Kurtli, géopolitologue, mais aussi c'est un homme de terrain sur le plan communication. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci Abdelatif et à bientôt.